N'Djamena, en passant par le lac Tchad. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, en passant par le lac Tchad. N'Djamena, oh oh oh. Mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Café littéraire. Un invité est dans ce studio, son livre sur notre table, vous allez le découvrir dans un instant. Au manette, oui, voilà, devant ce micro, Sosten Mbernoudi. Et pour démarrer en beauté, un air de musique. Yakungaya sunadai Betuna yangatatualiza mama Petit payé Kama ungaya tasumaliza Voilà, invité, bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter à nos auditrices et auditeurs. Je suis Aimé Badian de nom de plume et Badian Etiamseme de nom d'état civil. Je suis poète, dramaturge, lexicographe. En plus là, je dirais que je suis ancien chercheur. Oui, je suis ancien chercheur et voilà. Auteur de Liberté d'expression, de Kwakoufi de la déesse de jumelles, de la tradition et mariage chez les PV du Tchad. Oui, tradition et mariage chez les PV, Tchad, Cameroun, c'est le livre qui attire notre attention. Le livre est paru aux éditions Le Souffle, oui. 134 pages. Alors, première question, Badiam Aimé, vous êtes spécialiste de la langue PV et présentez-nous cette langue. Pour présenter la langue PV, je dois dire que le PV est un peuple qui vit entre le Tchad et le Cameroun. Et voilà. Et je dois relever quelques ambiguïtés constatées l'autre dans la pensée de la communauté, de cette communauté ou encore de certaines classes. C'est-à-dire que quand moi j'utilise par exemple l'appellation PV, je joins ma voix à celle de la communauté ecclésiastique qui avait fait des travaux au préalable. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé juste d'utiliser le terme PV pour désigner par exemple les PV du canton Douai, ceux du canton Lamay et le canton d'Aré. Donc c'est à titre unificateur qu'ils ont utilisé l'appellation PV. Et moi je peux pas, qui suis-je pour venir contredire, détruire sans construire ce que mes prédécesseurs ont fait. Donc c'est comme ça. Et il y a une différence entre PV et Zimé? Oui, exactement. Il y a une différence entre PV et Zimé. C'est-à-dire que le Zimé, on a le grand groupe Zimé d'abord. Dans le grand groupe Zimé, on a le Zimé de Kélo, on a le Zimé de Pala et le groupe PV. C'est dans le groupe PV qu'on retrouve le Douai, le Dari et le Lamay. Voilà. Et certains parlent également de Kado. Oui. On ne comprend pas. Oui, effectivement. Kado, c'est un mot peul qui signifie tout simplement mécréant. Voilà, donc, ce sont les Peuls qui ont donné ce nom à ce groupe. Oui. Il est désigné sous ce nom. Effectivement, parce que les PV ont résisté à la campagne d'islamisation des Peuls au Cameroun. Donc, comme ils ont refusé de s'islamiser, on les considère désormais comme des mécréants. C'est comme au Tchad, on a le cas de Saray ou de Kirdi. Oui, Kirdi. Voilà, Kirdi signifie un non-musulman. Voilà, un non-musulman est mécréant. Alors, le livre donne assez de détails sur ce peuple. D'où viennent les PV? Alors, s'il faut compter leur histoire en se basant sur les théories de l'histoire, c'est-à-dire que selon la théorie de race de Cheikh Anta Diop, qui fait mention clairement que l'humanité a pris naissance en Égypte, c'est-à-dire les PV viennent d'Égypte, mais il y a 2 vagues de migration. Après l'assèchement du Sahara, une vague est partie au Yémen, et puis voilà, ils ont été réduits en esclavage là-bas, mais ils ont trouvé la situation un peu déplorable, donc ils ont fait un retour en arrière en Afrique, en passant par l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso. Ils ont fait le Nigeria
précisément dans la ville de Yola, on constate leur présence là, avant d'entrer au Cameroun par le nord, par l'extrême nord du Cameroun, pour venir s'installer dans le Mayoré. La seconde vague qui a fait son entrée qui a quitté l'Égypte et entré directement par le Soudan, a passé par le nord du Tchad. Le nord du Tchad pour venir au niveau du Chari Bagirmi, actuel N'Djamena, c'est là où ils se sont séparés avec les Massa, et voilà, les PV les Imé ont continué. Une vague s'est installée à Kelo pour parler des Imé PV, les Imé de Kelo, ironiquement appelé Nesme. Une autre vague s'est installé à Pala pour parler de Zimé Pala, et voilà, les PV ont continué également là-bas. Maintenant, là, quand je parle de cette vague de Kelo, de Pala et de l'autre, et de Lamé et autres, ça rejoint la thèse d'Adoumdi Caleb. Oui. Paix à son âme, il a déjà décédé. Voilà, Adoumdi Caleb. Maintenant, là où je parle du peuple Massa, ils se sont séparés des Massa, c'est ça aussi, parce que le PV fait partie du sous-groupe Massa dans la classification linguistique. D'abord, c'est une langue afro-asiatique. Afro-asiatique, ça veut dire on a de similitudes. Il y a de similitudes entre le PV et les langues d'Asie. Oui. Là, on peut le constater par leur séjour au Yémen, avant de descendre au Burkina Faso et ainsi de suite. Non, ils viennent de très loin. Et tout à l'heure, vous vous êtes présenté comme étant linguiste. Un linguiste qui publie un ouvrage en anthropologie, est-ce que ça ne peut pas trahir la science elle-même? Ou encore votre amour pour l'anthropologie? Oui, ça peut trahir, exactement. Je ne conteste pas cela, en ce sens que, c'est dire, cet ouvrage, j'ai eu l'envie de le rédiger, c'est après avoir eu sous ma main toutes les données possibles, toutes les informations possibles à la rédaction de cet ouvrage. Je dis, mais pourquoi pas recourir à l'anthropologie, parce que j'enseigne aussi l'anthropologie linguistique en Master 2 à l'Université de N'Djamena. Oui, mais selon vous, est-ce que l'anthropologie elle-même peut contribuer au développement de la langue PV? Effectivement, l'anthropologie peut contribuer au développement de la langue PV, parce que les sciences sociales et les sciences humaines, par exemple, leur objectif, c'est de dater nos histoires, c'est d'exporter nos traditions, c'est de les mettre sur papier. Donc, je pense que l'anthropologie, tout comme la linguistique, peuvent contribuer énormément au développement de la culture PV et même à sa langue. Alors, un tel ouvrage requiert de la méthodologie. Parlez-nous un peu de votre méthodologie. Oui, la méthodologie, elle est simple, c'est-à-dire que j'ai écrit cet ouvrage suite à une descente sur le terrain. Je suis allé enregistrer les informations. Bon, j'ai d'abord conçu un questionnaire. Je suis allé interroger les gens au village, dans les localités PV, voilà, sur les pratiques du mariage. J'ai enregistré, je suis venu transcrire. J'ai transcrit et après, voilà. Il était question de l'autre, je dirais quoi, d'utiliser des approches scientifiques. Donc, l'approche, elle est descriptive, elle est analytique. Il faut voir sous quel angle décrire le mariage ou analyser les données collectées. C'était ça la méthodologie. Et justement, pour corroborer ce que vous dites, je donne lecture d'un premier extrait de la page 31 à 32. D'accord. Le peuple PV, à l'instar d'autres peuples du Moyo-Kibi Ouest, a un mode de vie régi par sa tradition. Sa socioculture est constituée par des pratiques initiatiques, les croyances polythéistes, magiques et ces différents types de danse. Ainsi, l'obéissance à la tradition PV commence par ces pratiques initiatiques, la soumission à ces divinités et ces sociétés secrètes et à l'exécution de ce type de danse. En quoi consistent les pratiques initiatiques, ésotériques et les danses PV? Il est important de savoir les caractéristiques de ces éléments, respectivement mentionnés et qui constituent la relation sociale dans cette communauté.
Les pratiques initiatiques dans ces sociétés sont nombreuses. Elles concernent beaucoup plus les hommes. Les hommes dans la communauté PV sont circoncis et initiés, comme le réclame la tradition. La circoncision se pratique de façon traditionnelle et atroce, c'est-à-dire en brousse et à l'aide d'un bout de bois et d'un objet tranchant. Le pansement est fait à l'aide d'écorce bouillie ou réduite en poudre. C'est ainsi que la circoncision est considérée comme initiation précédant la grande initiation. Le garçon circoncis ne partage plus la chambre de ses sœurs ou de sa mère. Il n'exhibe plus sa nudité. La circoncision chez les PV ne se pratique pas obligatoirement à la première semaine de la naissance du bébé, comme c'est le cas dans la tradition juive. Voilà un extrait qui nous plonge davantage dans les méandres de ce peuple. Et Docteur Badjamé, comme votre ouvrage parle du mariage, pour reprendre le titre, Tradition et mariage chez les PV, Tchad Cameroun, eh bien, dites-nous la conception du mariage en pays PV. Merci d'abord pour la lecture. Et à propos de la conception du mariage, c'est-à-dire que chez les PV, c'est comme chez tout autre peuple africain. C'est-à-dire que le mariage, pour qu'on se marie d'abord, c'est lorsqu'on est mature et on se marie majeur, oui, effectivement. On se marie pour plaire d'abord aux parents, ensuite concevoir et maintenant fonder sa propre famille. Donc, pour qu'un mariage soit un bon mariage, il faut que les parents valident cela. Il faut que les parents consentent. Parce que ce sont des familles qui s'unissent et non des individus seulement. Voilà. Oui. Au-delà des individus, ce sont des familles. Ce sont des familles. Et le consentement des parents est important dans le mariage chez les PV. Parce qu'à l'époque, c'était les parents même qui choisissaient les congés. Donc, vous voyez, ce qui donne un peu cet aspect de vouloir d'abord plaire aux parents, ensuite procréer et plaire à sa femme ou à son époux, à l'enfant. D'accord. Donc, c'est avant et après tout une histoire de famille. Et qui dit mariage, eh bien, il y a la dot. Alors, comment ça se passe chez les PV? Oui, la dot, c'est que on a... Pour la dot, si c'est... Et peut-être avant la dot, comment se fait le choix même d'une femme chez les PV? Est-ce qu'il y a des critères pour que les parents choisissent? Les critères, oui, il existe des critères effectivement parce que on voit même dans la généalogie de la fille, est-ce qu'elle n'a pas un ancêtre sorcier ou peut-être sa mère est une femme paresseuse ou qui se saoule trop, ou son père est un sorcier et tout ça, ou il n'y a pas d'antécédent entre les deux familles. Du genre la famille du garçon et celle de la fille, est-ce qu'ils ne sont pas des ennemis par le passé? Voilà. L'autre critère encore, on cherche à étudier la fille. On va voir est-ce que la fille travaille. On ne voit pas la beauté. C'est peut-être la femme peut être belle aux yeux de son homme, mais aux yeux de ses beaux-parents, on ne voit pas sa beauté. On voit est-ce qu'elle est accueillante, est-ce qu'elle n'est pas paresseuse, est-ce qu'elle est. C'est donc autant de critères. Autant de critères qu'on met au devant avant de lancer la machine et on en arrive à la dot. À la dot. Oui, la dot, si c'est une femme travailleuse, si c'est une fille travailleuse, respectueuse, soumise, on doit donner 2 vaches et un taureau. Donc 2 vaches, un taureau. 2 vaches et un taureau. Mais lorsque la fille n'est pas travailleuse, si elle est une paresseuse, si elle n'est pas respectueuse, on donne 2 taureaux et 1 vache. D'accord. Madame, messieurs, vous... excusez. Ça c'est en ce qui concerne les animaux. Maintenant, on doit aussi faire, par exemple, on doit donner le couteau de jet qui est là et on a les tissus aussi.
Oui. Voilà. Donc, le symbole. Voilà. La dot était beaucoup plus symbolique. Présent, oui. Oui, était beaucoup plus symbolique à l'époque. Et la dot, mais est-ce que ça se pratique encore de nos jours? On veut une fille PV, est-ce qu'on va donner le taureau, les vaches, tout ça? Est-ce que même en ville, est-ce que ça se fait encore? mais de nos jours, ils ont copié plutôt d'autres traditions. Ils vont jusqu'à 12 bœufs. Ça c'est chez les Massa? Non seulement chez les Massa, mais dans le Mayo-Kébi, même chez les Moundans, parfois, on va jusqu'au 12 bœufs. Wow. Donc ça a plutôt grimpé. Ça a grimpé, effectivement, ça a grimpé. Et chez les PV, la dot vient après le mariage. C'est-à-dire, on prend d'abord la femme et puis on régularise la situation après. Madame, messieurs, vous suivez FM Liberté, l'émission Café littéraire, tradition et mariage chez les PV, Tchad, Cameroun. Le livre est signé Dr Aimé Badiam Yachamsi. Dr Aimé, restez avec nous, nous repartons du côté de la baie vitrée pour un souffle musical. Petit pays, Mouret Naya, c'est Malma, allo. Petit pays, Mouret Naya, c'est Malma, Doba. Petit pays, Sayamba Tumta. Yeah, nouveau pour le gear. Who's here, get the white wine and the beer. Who's here, I kill time by the year. Not real, let the blackjack ain't there. No fear, pay 15 for the beer. Got the wrong way, saying this ain't fair. Shit just rev in the atmosphere. Young Paris in the lair like yeah. Put more blacks on the back of the ball. Young black brother with the African core. My hometown made fashion sore. Don't believe me, just ask your boss. Congo, go to the mariage et tradition et mariage chez les PV, Tchad, Cameroun, le livre qui attire notre attention cette nuit dans ce numéro de Café littéraire. Alors, on a déjà une idée sur les fiançailles, comment on donne la dot et tout. Et on en arrive au mariage. Est-ce que, après avoir donné la dot, est-ce que chez les PV, comment se célèbre le mariage? Là, pour arriver à la célébration, il faut que ce soit une princesse d'abord. Si c'est une princesse, on célèbre le mariage. Là, en PV... Non, c'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Chez les PV, on appelle ça le der. Le der, c'est lorsque c'est une princesse, on la prend en pleine journée, voilà, sur un cheval, et puis voilà, on la conduit jusqu'à chez son mari. Mais si c'est une fille qui n'est pas une princesse, on va la kidnapper la nuit. Le terme utilisé souvent dans cette localité, c'est le rapt en français. Oui, le rapt. Voilà, oui. Le rapt. Donc, on prend la fille la nuit, mais c'est avec son consentement. On la récupère la nuit pour aller la déposer chez l'oncle du garçon ou chez un de ses parents avant de réclamer l'enlèvement, le kidnapping. On se déclare. Voilà, on se déclare par la suite. Voilà. Ok. Donc, voilà. Et de nos jours, on constate que les gens préfèrent le mariage interethnique. Que dit la tradition PV sur cette pratique? Si, par exemple, moi je suis Ngambay, je veux prendre une fille PV, eh bien, comment je fais? Est-ce que je me soumets à toutes ces règles? Je fais comment? Bon, là, c'est-à-dire, lorsqu'on veut une fille PV, on doit se soumettre à toutes ces règles. À la tradition. À la tradition. Parce que vous êtes dans le besoin. C'est l'homme qui a besoin de la femme, donc il doit se soumettre. Mais, je sais pas, j'avais cru comprendre que c'était on demande l'avis du peuple PV sur le mariage interethnique, ou c'est quoi? Oui, c'est-à-dire, c'est en vogue de nos jours. Alors, que dit la tradition? Est-ce qu'il y a des dispositions dans la tradition qui peut-être exonèrent ou disent, il y a des dispositions qui disent ceci ou cela à propos de mariage interethnique? Alors, il n'y a pas d'expression clairement comme ça, à mon avis, qui interdit le mariage interethnique ou qui conseille le mariage interethnique. Mais à l'époque, les parents se mariaient entre eux. Oui, parce qu'il faut se connaître. Parce qu'il faut se connaître. C'était ça. D'accord. Mais aujourd'hui, la latitude est laissée à tout le monde. On ne peut pas empêcher, par exemple, à quelqu'un de tomber amoureux d'une fille qui n'est pas PV. On ne peut pas empêcher aussi à une fille PV de ne pas tomber amoureuse d'un garçon qui n'est pas PV. Donc.
D'accord. Et dans le mariage, quand on a un couple, on peut également assister à la mort d'un des conjoints. Et dans la tradition PV, comment ça se passe? Alors, en cas de décès d'un conjoint ou d'une conjointe, c'est dire que la première des choses à faire, c'est de ne pas toucher le corps. On ne touche pas le corps et on ne touche plus à ses affaires, aux affaires du défunt ou de la défunte. On ne mange plus dans son lieu de deuil. Donc, pendant tout ce temps de deuil, la femme ou l'homme ne doit pas manger des choses préparées là, de peur d'être désorienté. C'est comme ça. Et voilà, à part les assistances. Mais chez les PV, est-ce que la tradition est similaire à celle des Mounang où le mari enterre sa femme? Est-ce que ça se fait de cette manière chez les PV? Est-ce que le mari a l'autorisation d'enterrer sa femme? Oui, effectivement. Chez nous, chez les PV, quand il vous donne une femme, elle devient votre soeur, votre épouse, votre fille, tout. Elle devient quelqu'un de votre communauté. Oui. Donc, même si vous prenez une fille PV en mariage aujourd'hui, elle meurt juste après, 1 heure après, elle devient votre propriété. C'est-à-dire, elle devient un membre de votre famille. Donc, vous pouvez l'enterrer. Contrairement aux communautés Sarah qui interdisent cela. Oui. Oui, chez le PV, c'est autorisé. C'est autorisé. D'accord. Alors, quelle est la plus importante tradition à respecter? Par exemple, si je pars chez les PV. La plus importante tradition, là, ça me rappelle l'histoire de Jésus qui dit il faut quel est le plus grand commandement. Je pense que c'est le respect de l'homme, de l'humain, et l'humilité aussi, c'est tout. Voilà, on respecte l'autre et puis on reste humble, c'est tout. Voilà. Et dans ce livre, est-ce que vous prenez en compte le modernisme, la tradition et tout? Est-ce que ça représente quelque chose dans la communauté, le modernisme et la tradition? Le modernisme, aujourd'hui oui, mais à l'époque c'était autre chose. Parce que aujourd'hui vous allez voir, par exemple, le mariage est célébré à l'église. C'est ça l'aspect du modernisme là, ne serait-ce que dans la célébration du mariage. Mais à l'époque ce n'était pas ça. Il n'y avait pas d'église en milieu PV à l'époque précoloniale. Alors, voilà comment le modernisme a pu intégrer le milieu PV. C'est par les religions monothéistes, à savoir l'islam, le christianisme. On a aussi l'autre, peut-être par l'école. Oui. L'école étrangère, l'école française, comme disait la Grande Royale. Oui, c'est comme ça. Oui, dans l'aventure ambiguë. Oui. Et si on tout à l'heure, en levée de rideau, en commençant l'émission, vous êtes présenté comme étant linguiste et bien plus lexicographe. Alors, vous avez un projet de dictionnaire bilingue PV français. Oui. Parlez-nous de cela. C'est toujours dans le même sillage de vos recherches sur cette communauté. Oui, effectivement. Bon, le projet dictionnaire bilingue PV français, c'est un projet que j'ai eu à initier quand j'étais encore en master. C'est-à-dire, à l'époque, c'était difficile de trouver un document sur la langue PV. Et nous, certains, on peinait beaucoup. On passe tout le temps à chercher sur le net, aucun document. On vient même dans les bibliothèques, aucun document. C'est comme ça, on s'est jeté à l'eau. On a initié ce projet et j'ai eu le soutien de ma cousine, Badjoa Félicité, qui m'a soutenu sur ce projet. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à sa 2e édition. On est en train de rédiger déjà la 2e édition du projet bilingue PV français. Et à quoi consiste ce dictionnaire? On s'est inspiré du modèle Larousse, du modèle Robert et tout ça. Oui. Ces dictionnaires français qui veulent à chaque fois recenser les mots de cette langue, les emprunts et tout ça, afin d'étudier la dynamique de la langue PV. Donc nous, on s'est fixé pour objectif de sortir chaque 2 ans le dictionnaire. Et là, on est à sa 2e édition. Bientôt, on va lancer aussi notre site web dictionnaire PV. Voilà. Alors, je donne lecture d'un 2e extrait à la page 97. L'homme PV naît, grandit, fonde sa famille, vieillit et meurt. À sa mort,
des rites relatifs aux traditions pour le repos de son âme et pour la survie de sa famille sont appliqués. Les rites dont il est question dépendent du sexe, de la personne décédée, de son âge, de sa classe sociale, de sa profession et du clan auquel il appartient. Organiser le deuil selon la tradition PV revient à ressortir les manières par lesquelles le PV de l'époque précoloniale exprimait verbalement ou physiquement sa tristesse, sa douleur, son affection à la mort d'un proche. Le deuil traditionnel correspond à la période pendant laquelle on pleure et on organise les choses autour du mort, selon la tradition. Ici est la raison d'être. Quelles sont les traditions observées lorsqu'un ou une PV décède? Voilà. La question de la mort occupe une place prépondérante dans la pensée des PV car elle est une évidence, une fatalité pour tout vivant. Même si on craint, elle est perçue comme le repos de l'âme. Voilà un extrait qui explique davantage ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Et produire un tel ouvrage, il est vrai, on peut rencontrer des difficultés, mais pour votre cas, pour vos recherches, alors quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Oui, les difficultés sont énormes, exactement, parce que on est dans un pays où on n'encourage pas la science au détriment de futilités. C'est comme ça que ça se passe. Et les difficultés, c'est que même pour aller collecter les données, si je n'étais pas de la communauté, j'avoue que les gens allaient être réticents. Et ils allaient refuser même. Ils allaient refuser. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive dans un village, parfois je demande à un enfant de la localité, malgré le fait que tu sois déjà de la localité, il faut un intermédiaire pour aller négocier avec une personne, de me livrer des informations. Vous voyez, ça devient un peu compliqué. Et la rédaction, c'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui qu'il faut faire la promotion de nos langues, mais dès que quelqu'un se jette dans cet exercice, on le laisse comme ça à son triste sort. Pourtant, il y a une direction qui s'occupe des langues nationales et autres ministères de l'éducation. Mais comment obtenir le financement de cette direction? Il faut parfois être il faut avoir la même couleur politique, ou encore il faut être un membre de la famille du directeur, et tout ça, et tout ce qui va avec. Ouais. Donc, les difficultés sont là, d'ordre humain, financière, et voilà. Mais en dépit de tout, vous avez réussi à publier ce livre qui contient une mine d'informations. Et on en arrive à la conclusion. Alors, ce livre sur la tradition et le mariage privé nous donne une appréhension du paysage socio-anthropologique de ce peuple, les croyances de cette société en des dieux et ancêtres lui apportaient bénédiction, protection et prospérité dans ses entreprises. La protection et la bénédiction de ceux-ci épargnaient la communauté de la mort non naturelle et du suicide. Les sociétés secrètes existaient également dans cette communauté, chacune ayant ses modes opératoires. Voilà, vous en êtes arrivé à la conclusion. Donc, tout est lié à la tradition ou au monde des ancêtres qui continuent à soutenir la communauté. Et pour les auditeurs, ceux qui veulent davantage connaître le livre et toutes les informations qui y figurent, eh bien, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage et ça coûte combien? Oui, le prix c'est 10 000 francs et le lieu, c'est-à-dire qu'on peut contacter le numéro 66 96 97 89. Le 66 96 97 89. On peut commander le livre sur ce numéro.
Oui, donc vous avez ce contact ou encore vous pouvez vous rendre au siège de l'association des écrivains dont le bureau est à Tena aux éditions Tomaï. Ouais. Docteur Badiameme, nous avançons vers la fin, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. En dehors de ce travail de recherche par rapport à votre domaine, eh bien, vous vous lancez également dans la promotion de la littérature tchadienne. Vous avez une agence. Oui, effectivement. Oui, parlez-nous de cette nouveauté, de cette agence qui promeut la littérature tchadienne et qui lance ses travaux d'ores et déjà. Oui, une fois de plus, merci. Je pense que l'agence tchadienne de promotion des écrivains, c'est une initiative qui vient, qui était d'abord venue avant les journées de réflexion de l'ASEAD. Mais ça m'a conduit, les 2 journées de réflexion de l'ASEAD m'ont conduit à réformer cette agence, c'est-à-dire quoi? À proposer des services aux écrivains. Parce qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui, il y a des gens qui ne se connaissent pas dans l'écriture, dans l'édition, qui se lancent sur ce sentier et ils font du n'importe quoi. Et voilà, l'État tchadien est resté tel qu'il est, il n'a même pas songé à nous favoriser un peu, organiser le secteur. À organiser le secteur, ce qui et ça devient dangereux parce que et peut-être pour être dans l'actualité, l'exemple marrant, c'est la participation du Tchad au FESPACO, oui, où on aurait dû amener des écrivains qui peuvent participer à des ateliers de critiques cinématographiques et autres. Voilà. Et bien, on a amené d'autres personnes. Et on présente la danse là-bas, on dirait que c'est un festival de danse, alors que non, c'est un festival de cinéma. Ça, il va falloir qu'on apprenne à nos autorités que voilà, que FESPACO, c'est pas un festival de danse pour ramasser quelques danseurs de sa communauté ou encore d'une autre communauté, aller danser, et puis voilà, humilier le Tchad, et puis voilà, stimuler même des prix à l'échelle, voilà, dans le village FESPACO du Tchad à Ouaga, et puis rentrer bredouille, et puis voilà, ils ont trompé le président en lui faisant croire que des Tchadiens ont gagné des prix, mais non, aucun Tchadien n'a gagné de prix. C'est vrai que c'était en guise de reconnaissance que le ministère a organisé des prix aux gens comme Maoundoué et l'autre, le jeune Ferdinand. Je ne suis pas contre eux. Ils ont mérité. Mais le prix FESPACO, aucun Tchadien n'a décroché un prix FESPACO là-bas. Même pas un trophée en bois. Même pas un trophée en bois. même pas un procès, un trophée. Ouais, même pas un trophée, ni en bois, ni en or, ni en quoi que ce soit. Ni en argile. Ni en argile, effectivement. Voilà, donc c'est un gros gaspillage de l'argent jeté, puisque amener plus de 300 personnes. Oui. Parvenir dans les rues de Ouagadémil et revenir. Voilà, et c'est bien dommage. C'est comme ça que l'idée m'est arrivée. J'ai réformé l'agence, c'était dans l'objectif parce qu'on dit toujours que le savoir est une arme. Et nos autorités, ils sont tellement intelligentes sur un point. C'est-à-dire qu'ils ne laissent jamais l'arme à feu à la portée des autres citoyens. Mais ils ignorent complètement que le savoir aussi est une arme, même si c'est redoutable. Une arme redoutable, même si pour eux, ils ont fait de telle sorte que face à l'arme qui est l'arme intellectuelle et l'arme à feu, il y a parfois une distance, voilà, un fossé. Voilà, et c'est là où ils font ça. Et ils ont désacralisé le savoir, ils n'ont pas voulu réorganiser le secteur et c'est devenu comme ça. C'est comme ça que j'ai initié l'agence tchadienne de promotion des écrivains afin de pouvoir proposer des services tels que la correction des manuscrits. Quand je dis manuscrits, je pense aux thèses de doctorat, aux mémoires, aux romans, aux essais, aux poèmes et tout ça. Oui. Tous les textes possibles. Tous les textes possibles. Oui. Je propose les aussi, rapports. Les rapports. Oui, Je dis tous les textes possibles. Oui. Et je propose également le deuxième service qui est l'autre, la conception des couvertures. Vous allez voir, quelqu'un ouvre une maison d'édition et il ne se connaît pas dans l'infographie, il n'a pas un infographe pour lui concevoir une couverture professionnelle. Or, la couverture, c'est un élément important du paratexte. Important du paratexte, effectivement. La mise en page. Ils vont commencer un nouveau chapitre dans une page paire.
C'est anti-professionnel. Ce n'est pas du tout professionnel. Donc, on propose le service de mise en page. On propose également la création, par exemple, de sites web. Logiquement, au Tchad, un intellectuel ou un chercheur doit avoir son site web où il véhiculera sa pensée. Pas seulement les intellectuels, mais même les hommes politiques. Aujourd'hui, je me suis amusé à voir sur l'internet, il n'y a que 4 personnalités tchadiennes qui ont leur site web. Les restes, où sont-ils? Où sont-elles à ces personnalités? Donc, on propose aussi la création des sites web aux influenceurs ou encore aux autorités, aux intellectuels, aux écrivains, tout ça, aux maisons d'édition, aux petites entreprises. Donc, des offres assez alléchantes pour pouvoir aider tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est écrivain, à avoir une assise, parce qu'écrire, on n'écrit pas pour sa famille ni pour son village. Non. On écrit pour le monde. On doit utiliser tous les outils modernes de communication. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est par le même numéro, ceux qui le désirent peuvent vous contacter et se rapprocher de vous pour bénéficier de tous ces services. Effectivement. Alors, si je peux rappeler le numéro, c'est toujours le 66 96 97 89. Le 66 96 97 89 pour le service agence tchadienne de promotion des écrivains. Merci Dr Badiam Aimé d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Tout d'abord nous présenter votre texte Tradition et mariage chez les PV, et puis nous donner une panoplie de services inhérents à votre agence qui promeut les écrivains et bien plus notre littérature. Merci, revenez-nous quand vous aurez une nouvelle parution. Ici se referment les pages de ce numéro de Café littéraire. Madame, Messieurs, Aimé Badiam était l'invité. Voilà, son livre Tradition et mariage chez les PV, Tchad, Cameroun. Le livre est paru aux éditions Le Souffle. Merci à Wiwala pour sa complicité technique. Je suis Sosten Bernoudi. Je vous souhaite une douce nuit. On se retrouve le mardi prochain pour d'autres aventures littéraires. Au revoir. Jamena, oh, Jamena, j'irai un jour à Jamena en passant par le lac Tchad. Jamena, oh, Jamena, j'irai un jour à Jamena en passant par le lac Tchad.